Il y a des retours qu'on prépare pendant des semaines et des retours qui arrivent comme un orage, sans prévenir, sans qu'on leur ait demandé de venir. Le retour de Julien Morel appartenait à la deuxième catégorie. Pas de coup de téléphone la veille, pas de message envoyé depuis Lyon pour dire qu'il prenait la route. Juste un matin de novembre où il s'est réveillé dans son appartement trop silencieux, a regardé le plafond pendant 1 heure et a décidé que ça ne pouvait plus continuer comme ça. 7 ans. 7 ans sans remettre les pieds à Saint-Clair-des-Roches. 7 ans à envoyer de l'argent le premier de chaque mois, à appeler chaque dimanche entre 19h et 20h, à poser les mêmes questions et à recevoir les mêmes réponses. « Comment tu vas, maman ? Et l'argent, il t'arrive bien ? Tu as besoin de quelque chose ?» Et elle, toujours elle, avec cette voix posée qui ne demandait jamais rien. « Je vais bien, mon grand, ne t'inquiète pas pour moi. » Julien avait laissé ces mots le rassurer pendant 7 ans. Parce que c'était plus facile ainsi. Parce que ne pas rentrer avait ses raisons, le travail, le loyer, les obligations. Et surtout parce que rentrer aurait signifié affronter ce qu'il avait laissé derrière lui. La maison qui sentait le renfermer depuis la mort de son père. Le village où tout le monde savait ton histoire, avant même que tu l'aies revécue. Et le vide, surtout ce vide immense entre lui et sa mère. Un vide qui grandissait à chaque dimanche, où il demandait comment elle allait sans vraiment vouloir savoir. Mais 3 semaines plus tôt, quelque chose avait changé. C'était une phrase, juste une phrase, dite par sa tante Hélène lors d'un appel inattendu un jeudi soir. Hélène n'appelait jamais. Hélène parlait peu, observait beaucoup et, quand elle ouvrait la bouche, c'était toujours pour dire quelque chose qui méritait d'être entendu. Elle avait dit « Julien, ta mère n'est pas bien, plus que ce qu'elle te dit, et il y a des choses là-bas que tu devrais voir de tes propres yeux. » Il avait voulu poser des questions. Hélène avait raccroché. Alors il avait pris la voiture un vendredi matin, traversé l'Auvergne dans la brume, roulé sur ces nationales qui n'en finissent pas entre les collines grises de novembre, et il était arrivé à Saint-Clair-des-Roches au moment où personne ne l'attendait. En milieu d'après-midi, sous un ciel blanc et froid qui promettait la pluie. La première chose qu'il remarqua en tournant dans la rue de la Croix-Blanche, c'est que la maison de sa mère avait besoin de peinture. La façade, qui était d'un blanc cassé propre quand il était parti, avait viré au gris sale, lacéré de fissures fines comme des veines. Le volet gauche du rez-de-chaussée pendant légèrement sur le côté, accroché par un seul gond. Le jardin devant était trop long, l'herbe haute malgré la saison, et quelques planches du portail avaient regonflé avec les pluies. Julien se gara le long du trottoir et resta un moment dans la voiture, les mains sur le volant. Il envoyait 400 € par mois depuis 7 ans. Où était allé cet argent ? Les maisons ne se laissent pas aller seules. Il fallait des raisons. Il fallait que quelque chose ait préoccupé sa mère au point qu'elle n'ait plus regardé les volets ni l'herbe du jardin. Il descendit de la voiture. Il avait à peine claqué la portière que la porte d'entrée s'ouvrit. Et là, il s'arrêta net. Dans l'encadrement de la porte, il y avait sa mère. Geneviève Morel, 62 ans, le visage plus creux qu'il ne s'en souvenait, les cheveux entièrement blancs maintenant, une main posée sur le chambranle comme pour se soutenir. Elle le regardait avec ce mélange d'amour et de quelque chose d'autre, quelque chose que Julien n'arriva pas à nommer tout de suite, qui lui fit un effet étrange dans la poitrine. Mais ce n'était pas sa mère qui l'avait arrêté net, c'était le garçon. Un gamin d'une dizaine d'années, debout à côté de Geneviève, serré contre sa hanche comme si elle était son ancre. Les vêtements trop grands pour lui, des baskets dépareillées et trouées. Le visage étroit avec de grands yeux sombres qui regardaient en Julien avec la méfiance tranquille des enfants qui ont appris à ne pas faire confiance trop vite. Julien le regarda. Le garçon le regarda. Et dans ce silence de 3 secondes, quelque chose passa entre eux que Julien ne put pas expliquer. Une reconnaissance. Pas le genre de reconnaissance qu'on éprouve quand on revoit quelqu'un qu'on connaît. Une autre sorte, plus ancienne, plus troublante. Geneviève rompit le silence la première. « Julien, mon Dieu, tu aurais pu prévenir. » Sa voix était douce mais tendue, comme un fil qu'on étire trop loin. « Je voulais que ce soit une surprise, » dit-il. Il s'avança, l'embrassa. Il sentit ses os sous le manteau de laine, ses épaules trop maigres. Il serra les dents pour ne pas le montrer. Il se redressa et regarda le garçon. « Et lui, c'est qui ?» Geneviève fit une micro-pause, tellement courte que quelqu'un d'autre ne l'aurait pas remarqué. Julien la remarqua. « Ambé, c'est Noah, le fils des Lecomte. Tu sais, le vieux Lecomte qui vivait à la ferme du bout de la route. Il nous a quittés l'an dernier. Sa femme était partie bien avant. Alors le gamin, je l'aide un peu. Je l'aide depuis quelques mois. » Noah ne dit pas un mot. Il regardait Julien avec ses yeux immenses, sobres, et n'esquissa pas un geste vers lui. « Bonjour Noah, » dit Julien.
Le garçon inclina la tête, à peine. Puis il se glissa derrière Geneviève et disparut à l'intérieur de la maison. On entendit ses petits pas monter les escaliers. Sa mère le regarda partir, puis sourit à Julien. Un sourire fatigué. « Il est timide. Rentre. Je vais faire du café. » Julien entra dans la maison. Et immédiatement, dans le couloir sombre qui sentait la cire et le vieux bois, il eut la certitude sourde, pas une pensée encore, plutôt une sensation dans le ventre, que quelque chose ne collait pas. La nuit tomba tôt, comme toujours en novembre à Saint-Clair. Julien aida sa mère à préparer le dîner sans vraiment parler. Il cherchait ses marques dans cette cuisine où il avait grandi et qui lui semblait à la fois familière et étrangère, comme un rêve dont on se souvient mal. Noah apparut à table, discret, occupant le moins de place possible. Il mangea soigneusement, en regardant son assiette. Quand sa mère lui demanda s'il voulait du pain, il dit « Oui, s'il vous plaît », avec une politesse appliquée qui ressemblait à celle des enfants qui ont appris très tôt à ne pas déranger. Julien l'observait à la dérobée. Les mains du garçon d'abord. Des mains fines avec de longs doigts. Puis le front, légèrement bombé. Puis la forme des sourcils, le creux au menton, si discret qu'on aurait pu l'ignorer. Il pensa à son père, à des vieilles photos. Il ignorait pourquoi. Après le dîner, Geneviève monta coucher Noah. Julien resta dans la cuisine, debout devant la fenêtre, à regarder la rue noire et mouillée. Il entendait sa mère parler doucement là-haut. Pas les mots, juste le ton, ce ton particulier qu'ont les mères quand elles disent de bonsoir à un enfant. Il connaissait ce ton. Il avait grandi avec. C'était le sien jadis. Quand elle redescendit, il était assis à la table avec 2 tasses de tisane. « Il dort là-haut depuis combien de temps » demanda-t-il. « Quelques mois. Depuis septembre. » « Et avant septembre, il était où » Sa mère s'assit en face de lui, se réchauffa les mains sur la tasse. Il se débrouillait. La maison du vieux Lecomte est à l'abandon. Les voisins lui laissaient à manger. Moi aussi. Et puis un soir, il faisait froid, très froid, et je lui ai dit de venir. « Et les services sociaux » Geneviève le regarda avec une expression que Julien connaissait bien. Celle qui voulait dire « Arrête de poser des questions que tu sais déjà répondre. Tu veux qu'on mette ce gamin dans un foyer, tout seul au milieu d'inconnus ? Je veux que tu me dises combien de temps tu comptes le garder. Aussi longtemps qu'il en a besoin. » Le silence qui suivit était de ceux qu'on ne peut pas remplir facilement. Julien but une gorgée de tisane et ne dit rien de plus. Mais dans sa tête, la sensation du ventre de tout à l'heure n'avait pas disparu. Elle avait grandi. Le lendemain matin, Julien se réveilla avant l'aube, vieille habitude des chantiers de Lyon, où il fallait être sur place à 7 heures. Il descendit, s'habilla, sortit marcher dans le village encore endormi. Saint-Clair-des-Roches, en novembre, était une chose silencieuse et froide. Les rues pavées collectèrent la pluie de la nuit, les façades en basalte noir retenaient l'humidité, la fontaine de la place centrale goûtait avec un son régulier qui résonnait dans le vide. Quelques maisons avaient des volets encore fermés, d'autres avaient les volets condamnés, des familles parties, des personnes âgées parties ailleurs, des enfants qui n'étaient pas revenus. Julien reconnut des noms sur les boîtes aux lettres, des noms de gens qui avaient vieilli, ou disparu, ou les deux. Il reconnut aussi celui qu'il ne cherchait pas, Lecomte. Sur une boîte aux lettres rouillée, presque à la sortie du village, devant une maison dont les pierres menaçaient de se défaire toutes seules. Il s'arrêta devant. La maison des Lecomte était dans un état avancé d'abandon. Les herbes avaient envahi les marches, une fenêtre était cassée au premier étage, les tuiles du toit avaient bougé. C'était la maison d'un homme seul, mort seul, qui n'avait rien laissé de solide derrière lui. Mais ce qui retint l'attention de Julien, ce n'était pas la maison. C'était la boîte aux lettres. Sur l'étiquette jaunie, sous le nom Lecomte, quelqu'un avait collé une autre étiquette plus récente, à l'encre bleue, légèrement effacée par la pluie mais encore lisible. Noah Lecomte, né le 14 mars 2015. Julien relut la date, fit le calcul. Le gamin avait 10 ans. Le vieux Lecomte, il s'en souvenait vaguement. Un homme de plus de 70 ans qui vivait seul depuis toujours. Aurait eu plus de 65 ans à sa naissance. C'était possible, bien sûr. Pas impossible. Mais quelque chose dans ce calcul lui faisait un effet bizarre. Il repartit, les mains dans les poches, et prit le chemin vers la vieille épicerie-café de Marcel Aubert, qui était à Saint-Clair depuis 40 ans, et dont la mémoire du village était aussi précise qu'un registre paroissial. Marcel avait l'âge exact de sa mère, 62 ans, mais elle avait vieilli différemment. Robuste, les cheveux teints d'un roux improbable, les yeux vifs comme des boutons noirs. Quand Julien poussa la porte de l'épicerie, elle leva la tête depuis ses caisses et fit un bruit de surprise satisfaite. « Julien Morel »« Ça alors,
Je croyais que tu avais complètement oublié notre existence. » « Jamais, Marcel. » Il s'assit au comptoir, commanda un café. Elle le lui apporta en le regardant avec cette intensité particulière des gens qui savent des choses et attendent qu'on leur pose les bonnes questions. « Comment tu la trouves, ta mère ?» dit-elle en s'accoudant de l'autre côté. « Elle m'a l'air fatiguée. Elle a maigri. » Marcel hocha la tête lentement, le genre de hochement qui valide sans confirmer. « Et le gamin ?» dit Julien. « Noah, tu le connais ?» Le visage de Marcel changea. Pas beaucoup, juste assez pour qu'il le remarque. « Tout le monde le connaît ici. C'est un bon gamin, discret, poli. Ta mère l'a recueilli. Enfant du vieux Lecomte, elle m'a dit. » Marcel prit son torchon, essuya le comptoir déjà propre. « Ne dis rien. »« Marcel. »« Quoi ? Tu essuies un comptoir qui n'est pas sale quand tu évites une question. » Elle posa le torchon, le regarda. « Julien, il y a des choses que je ne peux pas te dire parce que ça n'est pas à moi de les dire. Ce que je peux te dire, c'est que ta mère est une bonne femme qui a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, et que ce gamin mérite mieux qu'une maison à l'abandon. »« Il ressemble à qui ?» dit Julien. La question sortit différemment des autres, plus directe, avec quelque chose de nu dedans. Marcel le regarda longuement. Puis elle dit, très doucement, presque à voix basse, « Tu vas le voir par toi-même, mon grand, t'as les yeux suffisamment bons pour ça. » Elle se leva, alla servir quelqu'un d'autre, et ne revint pas s'asseoir à côté de lui. Le troisième jour, la brume s'était levée un peu, et Julien proposa à Noah de l'aider à tailler la haie du jardin. C'était une idée qu'il avait eue pour observer le garçon de près, sans la pression de la maison, sans sa mère entre eux deux. Noah accepta avec une méfiance prudente. Il prit le petit sécateur que Julien lui tendit et se mit à couper les branches fines avec une application sérieuse qui fit sourire Julien malgré lui. Ils travaillèrent un moment en silence. C'est Noah qui parla le premier, sans lever les yeux de sa branche. « Vous allez repartir bientôt ? » ?»« Pourquoi tu demandes ça ? » ?»« Pour savoir. » Julien posa son sécateur, le regarda. « Tu voudrais que je parte ou que je reste ?» Noah réfléchit avec ce sérieux particulier des enfants qui ne feignent pas. « Je sais pas. Madame Geneviève, elle est contente de vous voir. Mais elle fait aussi une tête un peu bizarre. Comme quelqu'un qui est content mais qui a peur en même temps. » Julien ne répondit pas immédiatement. Il regarda le garçon, ses yeux sombres, trop grands pour ce visage fin. Ce front que quelque chose en lui continuait de trouver familier sans qu'il puisse poser le doigt dessus. « Tu t'en souviens de ton père ?» dit-il. Noah secoua la tête. « Non. Madame Geneviève dit qu'il est mort avant que j'aie le souvenir. Elle dit que c'était un homme bien. Elle le connaissait bien, le vieux Lecomte ? Un temps. » Noah recommença à couper sa branche. « Je sais pas, elle parle pas beaucoup de lui. » Julien leva les yeux vers la fenêtre de la cuisine où il vit sa mère, qui avait dû les regarder un moment et qui se rétracta dès qu'il croisa son regard. Il pensa à une chose que son père lui avait dite une fois, quand il avait 15 ans. Il y a des vérités que les familles enterrent si profond qu'elles finissent par croire qu'elles sont mortes. Mais les vérités enterrées ne meurent toutes jamais. Elles attendent juste. Ce soir-là, après dîner, pendant que Noah dessinait à table et que Geneviève tricotait au salon, Julien monta à l'étage chercher un pull qu'il avait laissé dans son ancienne chambre. Sa chambre était restée presque identique. Le lit, le bureau, la vieille étagère avec ses romans de lycée. Sa mère avait dû garder ça comme un sanctuaire ou par habitude. L'une ou l'autre, les deux peut-être. En ressortant, il passa devant la chambre qui donnait sur le couloir, celle qui avait été celle de ses parents, et il remarqua que la porte était entr'ouverte. Ce n'était pas sa chambre. Sa mère dormait depuis la mort de son père dans la petite chambre du fond, plus facile à chauffer en hiver. Alors qui dormait là ? Il poussa la porte doucement. C'était la chambre de Noah. Simple, propre, rangée avec le soin méticuleux de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'affaires et les tient précieusement. Un lit fait avec application, un cartable posé dans le coin, des crayons alignés sur le bureau, et au mur, des dessins épinglés avec des punaises. Julien s'avança pour regarder les dessins. Ils étaient mots sur maladroits, comme tous les dessins d'enfants de 10 ans, mais ils avaient quelque chose de précis dans les sujets. Une maison de campagne avec un jardin, une femme âgée debout devant une porte, un homme grand, de dos, qui s'éloignait sur un chemin, et dans un angle, plusieurs fois répété, 2 silhouettes, une petite et une grande, assises côte à côte sans se toucher. Les dessins d'un enfant qui regarde le monde et essaie de le comprendre, qui représente les absences en dessinant des dos qui s'en vont. Julien resta longtemps devant ces dessins. Puis il remarqua, sur le bureau, une petite boîte en carton.
le type de boîte dans lesquelles on range des médicaments ou des lettres. Elle était fermée mais pas verrouillée. Il hésita. Il savait qu'il ne devrait pas. Il ouvrit. Il y avait peu de choses dedans. Une photo de Noah bébé dans les bras d'une femme que Julien ne reconnut pas. Jeune, les cheveux foncés, l'air épuisé et amoureux en même temps. Une dent de lait dans un mouchoir de papier. Un bracelet de naissance d'hôpital, plastique blanc, minuscule. Noah, 3,4 kilos. Maternité de Brioude, 14/03/2015. Et tout au fond, sous ces objets, un document plié en 4. Il le déplia. C'était un acte de naissance, original, avec le cachet de la mairie. Nom, Lecomte. Prénom, Noah. Né le 14 mars 2015 à Brioude. Mère, inconnue. Julien relut ce mot. Mère, inconnue. Pas le nom d'une mère décédée, pas de mère adoptive. Inconnue. Père, Bernard Lecomte. Il fixait le papier depuis plusieurs secondes quand il entendit un bruit dans l'escalier. Il replia le document, le remit dans la boîte, referma le couvercle, sortit de la chambre et refermait la porte derrière lui quand sa mère apparut en haut des marches. Elle s'arrêta net en le voyant sur le seuil de cette chambre. Ils se regardèrent. « Je cherchais les toilettes », dit Julien. C'était un mensonge tellement maladroit qu'il s'en voulut immédiatement. Sa mère le savait. Elle baissa les yeux. « La porte des toilettes, c'est la 3e, » dit-elle doucement. « Tu la confonds encore. » Elle redescendit sans rien ajouter. Mais sa main tremblait sur la rampe. Le lendemain, Julien trouva une raison de rendre visite à l'abbé Paquier, le curé du village depuis 30 ans, qui vivait dans la cure jouxtant l'église et qui était du genre à savoir ce qu'on ne raconte pas. L'abbé Paquier avait 70 ans, une voix lente et une bienveillance qui n'était pas de la faiblesse. Il reçut Julien dans son bureau encombré de livres et de dossiers et lui offrit un verre de vin de noix qu'il fabriquait lui-même. « Ça fait du bien de te revoir, » dit l'abbé. « Ta mère est contente que tu sois là. » Elle ne le montre pas beaucoup. Les mères de ton genre ne montrent pas. Elles portent. Julien but une gorgée de vin de noix, décida d'aller directement. « Père, j'ai besoin que vous me parliez du petit Noah. » L'abbé ne s'y pas. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?»« Ce que ma mère ne m'a pas dit. » Long silence. L'abbé posa son verre, se carra dans son fauteuil, regarda au-dessus de Julien comme s'il consultait quelque chose là-haut que Julien ne pouvait pas voir. « Julien, dit-il enfin, je t'ai baptisé. J'ai enterré ton père. J'ai regardé ta mère vieillir ici. Je connais cette famille mieux que tu ne le crois. Et ce que je sais sur elle, sur vous, je le garde quand c'est ce que me demande ma conscience. Mais... » Il marqua une pause. « Mais ta mère est une femme malade, Julien. Vraiment malade. Le cœur qui faiblit depuis 2 ans. Elle ne l'a pas dit parce qu'elle ne voulait pas t'inquiéter. » Julien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « De quoi elle a exactement ? » ?»« Ça, c'est à elle de te le dire. Ce que je peux te dire, c'est que si tu n'étais pas venu maintenant, il aurait fallu venir d'ici 6 mois quand même. Et tu aurais peut-être eu moins de temps pour comprendre des choses, moins de temps pour décider. » « Décider quoi ?» L'abbé Paquier le regarda alors avec cette intensité tranquille des vœux qui ont vu tellement de choses qu'ils n'ont plus besoin de forcer les faits. « Regarde ce gamin, Julien. Regarde-le vraiment. Pas comme quelqu'un qui cherche des réponses à une question. Regarde-le comme quelqu'un qui ne sait pas encore quelle est la question. » Il se leva, signe que la conversation était terminée d'une certaine façon. Mais avant que Julien atteigne la porte, il dit encore, dans le dos de Julien, « Ta mère n'est pas une mauvaise personne. Elle a eu peur, et quand les gens ont peur assez longtemps, ils font des choses qui leur ressemblent pas, mais qui savent d'où elles viennent. » Julien ne rentra pas tout de suite à la maison. Il marcha. Il monta sur le sentier qui longeait la colline derrière le village, celui qu'il avait pris des centaines de fois adolescent quand il avait besoin de s'aérer la tête, et il marcha longtemps avec le vent froid de novembre dans les oreilles et les mots de l'abbé qui tournaient comme une roue. Regarde-le comme quelqu'un qui ne sait pas encore quelle est la question. Il pensa à l'acte de naissance. Mère. Inconnue. Pas décédée. Inconnue. Comme si la mère n'avait jamais été identifiée, ou comme si quelqu'un avait organisé que son nom n'y figure pas. Il pensa à Bernard Lecomte, ce vieux solitaire qu'il avait croisé 2 ou 3 fois dans ses années de lycée. Un homme effacé, sans famille connue, qui vivait à la ferme du bout et venait au village pour ses courses, et rien d'autre. Il pensa à sa mère, à ce qu'elle avait traversé après la mort de son père, 10 ans plus tôt, à ce vide qu'il avait vu dans ses yeux sans vouloir le regarder, à cet temps d'appel du dimanche soigneusement limité à 20h30, à cet espace entre eux deux qu'il n'avait jamais voulu réduire, parce que le réduire aurait signifié venir.
Et il pensa au garçon, aux yeux trop grands, aux mains longues, à la façon qu'il avait de froncer les sourcils en se concentrant, la même façon exacte que Julien avait lui-même, qu'il voyait dans les photos de son père jeune. Il était en train de penser à une chose précise, une chose qu'il n'avait pas voulu nommer depuis qu'il avait poussé la porte de la chambre du fond, quand son téléphone sonna. C'était sa mère. « Julien, Noah n'est pas là. Il était là pour dîner, et après j'ai plus entendu aucun bruit dans sa chambre, et je suis monté et son lit est vide. Il est quelle heure? Il fait nuit noire. Depuis quand? Je sais pas, 1 heure peut-être. Je l'ai pas entendu sortir. » Il entendit la peur dans sa voix. Pas la peur ordinaire d'une femme qui s'inquiète pour un enfant qu'elle aide. Quelque chose de plus profond, plus viscéral. La peur d'une mère. « J'arrive. Restez à la maison au cas où il rentre. » Julien chercha dans le noir avec la lampe de son téléphone, en appelant le prénom du garçon dans les ruelles vides que le village traversait comme une rivière à sec. Personne ne répondit. Il chercha à l'école fermée, à la place de la fontaine, au bas du chemin de la colline. Rien. Il pensa à la maison Lecomte. Il y alla. La baraque était sombre comme un tombeau, mais la porte de derrière n'était pas fermée à clé. Elle décrochait depuis des années. Il suffisait de pousser. Julien entra avec sa lampe, traversa une cuisine aux plaques sales et aux carreaux brisés, monta l'escalier qui grinçait. La chambre du fond était la seule qui avait encore un semblant de toit intact. La porte était fermée. Il frappa doucement. « Noah ?» Silence. « Je sais que tu es là. Je t'entends respirer. » Un long moment passa. Puis la porte s'ouvrit de l'intérieur. Noah était assis par terre, dans le noir, contre le mur, les genoux serrés contre la poitrine. Il avait enfilé son manteau, mais pas ses chaussures. Il regardait Julien avec ses yeux immenses, pas pleurant, trop fier pour pleurer, juste immensément sérieux. Julien entra, s'assit par terre lui aussi, le dos contre le mur en face. Il éteignit la lampe. Dans le noir, le toit laissait passer un peu de lune. « Tu peux me dire ce qui s'est passé ?» dit-il. « Rien. » Noah. Le garçon prit une inspiration. « J'ai entendu Madame Geneviève au téléphone. Ce soir. Elle parlait à qui? Je sais pas. Elle croyait que j'étais dans ma chambre. J'étais sur le palier. Elle disait que vous étiez là et qu'elle savait pas comment vous dire. Que le temps pressait à cause de sa santé et qu'elle pouvait plus continuer comme ça. Que si elle partait maintenant, moi je me retrouverais tout seul et elle pouvait pas laisser ça arriver. » Noah s'arrêta. J'avais jamais entendu quelqu'un parler de moi comme ça, comme si j'étais quelqu'un d'important. Julien ne dit rien. Il attendit. Et puis elle a dit autre chose. Elle a dit qu'elle savait que vous alliez la prendre de toute façon parce que vous n'êtes pas fou et que vous voyez les choses, et qu'elle espérait que vous comprendriez ce qu'elle avait fait et pourquoi. Et là, il s'arrêta encore, cette fois plus longtemps. Elle a dit mon nom, mais elle l'a pas dit comme d'habitude. Elle l'a dit d'une façon que j'ai pas compris, une façon que j'avais jamais entendue avant. Julien sentit quelque chose se décaler dans sa poitrine, lentement. « Et tu t'es sauvé parce que tu as eu peur ?»« J'ai pas eu peur, » dit Noah. Réflexe de fierté, instantané. « Alors pourquoi tu t'es sauvé ?» Long silence. « Parce que si elle allait me dire une chose importante, je voulais pas l'entendre. Pas encore. Parce que quand les adultes ont une chose importante à dire sur toi, c'est jamais une bonne nouvelle pour toi. Normalement. » Julien regarda le plafond de cette maison froide et vide. La lune passait entre 2 lattes du toit. Il pensa que cet enfant de 10 ans venait de lui dire, sans le savoir, quelque chose d'une précision absolue sur ce que c'était que d'être un enfant qui n'a pas confiance dans ce que les adultes lui réservent. « Tu vas revenir à la maison avec moi. Geneviève s'inquiète. Elle est en colère? Non. Elle a peur pour toi. » Noah réfléchit. Il se leva. Il avait les chaussettes mouillées par le sol de cette chambre abandonnée. Il enfila ses baskets sans s'en plaindre. Ils sortirent ensemble dans la nuit froide et marchèrent vers la maison dans le silence. Et dans ce silence entre eux, Julien eut la certitude, différente de la sensation du ventre, différente du trouble, quelque chose de clair et de net et d'effrayant, qu'il savait déjà la vérité avant que sa mère la dise. Geneviève attendait dans l'entrée, la main sur la bouche, les yeux brillants. Quand elle vit Noah entrer, elle le prit dans ses bras avec une force que sa silhouette maigre ne laissait pas présager. Le garçon se laissa faire, et Julien vit ses petites mains saisir le chandail de Geneviève, avec une intensité qui était autre chose que l'affection d'un enfant pour une bienfaitrice. C'était l'étreinte d'un enfant qui a peur de perdre la seule chose stable de sa vie. Geneviève embrassa ses cheveux,
lui dit des mots trop bas pour que Julien entende. Elle le remonta dans sa chambre. Elle lui chanta quelque chose, une vieille comptine que Julien reconnut, celle de sa propre enfance, les mots exacts, la même mélodie. Quand elle redescendit, Julien était à table. La lumière de la cuisine était blanche et nette. Il avait posé une carafe d'eau entre eux deux. « Assieds-toi » dit-il. Elle s'assit. Elle ne fit pas semblant de ne pas comprendre ce qui allait venir. Elle croisa les mains sur la table et le regarda. « Je t'écoute » dit Julien. « J'aurais dû commencer par là. J'aurais dû, depuis le début. Mais j'avais peur. Et quand on a peur assez longtemps, on fait des choses qui nous ressemblent pas, dit Julien doucement. Quelqu'un m'a dit ça aujourd'hui. Elle hocha la tête, et elle commença. Elle parla lentement, comme quelqu'un qui a répété cette conversation dans sa tête pendant des années, et découvre, en l'ayant pour de vrai, que les mots ne sortent pas dans le bon ordre, que la voix tremble là où on croyait avoir de la fermeté, et que certaines phrases sont plus dures à prononcer que d'autres, non pas parce qu'elles sont plus importantes, mais parce qu'elles changent plus de choses. « Ton père est mort il y a 10 ans, dit-elle. Tu le sais. Tu sais aussi que les 2 premières années ont été les plus dures. Tu étais déjà à Lyon. Tu appelais tous les dimanches. Tu envoyais de l'argent. Mais tu n'étais pas là. Et moi j'étais dans cette maison à 60 ans passés, sans mari, sans personne à qui parler vraiment. Bernard Lecomte, continua-t-elle, n'était pas l'homme solitaire et transparent que tout le monde croyait. Pas vraiment. Il venait chercher des nouvelles. Il passait par le jardin. Paraît ce qu'il avait la vieille habitude de passer par là pour raccourcir le chemin du bourg. Et un jour il avait demandé si elle allait bien. Et elle avait dit non, parce qu'elle n'en pouvait plus de dire oui. Ça avait duré presque 2 ans. Pas un grand amour. Quelque chose de plus ordinaire et de plus réel. 2 solitudes qui avaient appris à se tenir compagnie. Pas de projet, pas de promesse. Juste la présence. Il était mort subitement, d'une crise cardiaque dans son champ, en plein automne. Elle avait appris sa mort comme toutes les nouvelles du village, par Marcel, sans avoir eu le temps de se préparer à rien. Et 3 semaines plus tard, elle avait su qu'elle était enceinte. Elle avait 61 ans. C'est possible, à cet âge-là, en ménopause tardive. Rare, mais possible. Le médecin avait été aussi surpris qu'elle. Elle avait pleuré pendant 2 jours, et puis elle avait décidé. « Tu aurais pu me le dire, » dit Julien. Sa voix était basse et maîtrisée, et il avait besoin de se battre pour qu'elle le reste. « Je sais, tu aurais dû me le dire. »« Je sais, Julien, je le sais. Mais j'avais honte. Dis-le franchement. Ta mère de 61 ans qui tombe enceinte d'un homme que tu connais à peine. Qu'est-ce que tu m'aurais dit ? Je t'aurais dit que je t'aidais. Peut-être, mais tu aurais d'abord été choqué. Et j'avais pas la force de gérer ta réaction et la mienne en même temps. Alors tu as fait comme si Noah était le fils du vieux Lecomte. Et comme Lecomte était mort, personne ne pouvait contredire. Il est bien son fils, au sens biologique du terme, oui. Mais officiellement Lecomte l'a reconnu ? Il y avait des papiers, dit Geneviève. Des papiers qu'on avait faits ensemble avant qu'il meure. Une reconnaissance de paternité anticipée, pour le cas où. Il pressentait quelque chose probablement. Il avait le cœur fragilisé depuis des années. Et la case-mère sur l'acte de naissance ? J'ai demandé à l'hôpital de ne rien indiquer dans un premier temps. J'ai fait valoir des circonstances particulières. Le juriste de l'hôpital n'avait pas envie de se compliquer la vie. Ça arrive plus souvent qu'on croit, ces situations-là. Julien se tut. Il n'y avait pas de raison de faire du bruit. Pas encore. Il regardait sa mère et il voyait 2 choses en même temps. Une femme qu'il comprenait et une femme qui lui avait volé 10 ans de la vie d'un enfant qui était son propre frère. « Il sait rien, » dit Julien. « Il croit qu'il est le fils d'un mort anonyme. »« Oui. Et il t'appelle Geneviève, pas maman. Je ne le lui ai pas proposé. Je voulais pas m'approprier quelque chose qui... » Elle s'arrêta. Sa voix se brisa un peu, mais elle ne pleura pas. « Je voulais pas décider à sa place de ce que j'étais pour lui. »« Et moi ?» dit Julien. « Tu as décidé à ma place que je n'avais pas besoin de savoir que j'avais un frère ?» Elle baissa les yeux. « Oui. Pardon. » Le mot était petit et nu et maladroit, comme un enfant dans un couloir trop grand. Julien poussa sa chaise, se leva, alla à la fenêtre. Dehors, le village était noir et silencieux. Il pensa à Lyon, à son appartement avec sa vue sur le périphérique, à ses week-ends vides et à ses moments le dimanche soir, où il se demandait pourquoi il avait le sentiment permanent d'avoir oublié quelque chose quelque part. L'impression d'avoir laissé une lumière allumée dans un endroit dont il ne se souvenait plus. Il se retourna vers sa mère. « Pourquoi tu as fini par vouloir me le dire maintenant ?» Elle prit une longue inspiration.
posa ses mains à plat sur la table. « Parce que je suis malade. Le cardiologue m'a dit en septembre que si je ne prends pas les médicaments correctement et que je ne réduis pas mon activité, je risque... » Il a employé des termes médicaux, mais ce qu'il voulait dire, c'est que dans 1 an, 2 ans au maximum, les choses peuvent se dégrader vite. Et si ça arrive, Noah se retrouve seul, sans père, sans mère légale, sans personne. Je pouvais pas laisser ça arriver. Pourquoi tu m'as pas dit que tu étais malade? Pour la même raison que je t'ai pas dit pour Noah. J'avais l'habitude de gérer les choses seul et j'avais peur de ta réaction. Et maintenant, tu n'as plus peur? Maintenant, j'ai plus le temps d'avoir peur, dit-elle simplement. Et c'est peut-être mieux comme ça. La peur, ça paralyse et moi, j'en ai assez d'être paralysé. Julien se rassit. Il posa ses coudes sur la table, ses mains devant son visage, et il resta comme ça un moment, les yeux fermés, pendant que le silence de la maison faisait son travail. « Le gamin, dit-il enfin. « Noah. Noah, il faut lui dire. » Geneviève respira. « Pas ce soir. »« Non, pas ce soir. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il a 10 ans. Il a le droit de savoir qui il est. »« Comment on lui dit ?» dit sa mère. Et pour la première fois, Julien entendit dans sa voix quelque chose d'autre que de la fatigue ou de la culpabilité. Il entendit un appel à l'aide nue et sans précaution, celui de quelqu'un qui a porté quelque chose trop lourd trop longtemps et qui demande enfin à partager le poids. « Ensemble, dit Julien. On lui dit ensemble ?» Sa mère ferma les yeux. Leurs 2 mains tremblèrent légèrement sur la table. « Merci, dit-elle. Ce n'était pas du pardon. Julien ne le dit pas et elle ne lui demanda pas. Le pardon aurait du temps pour venir ou ne pas venir. Ça aussi, c'est une vérité qu'on ne devrait pas forcer. Ce qui existait entre eux en cet instant était plus modeste et plus réel. 2 personnes qui décidaient d'arrêter chacun de leur côté, de tourner autour de la même chose et de la regarder enfin en face, ensemble. Il servit 2 verres d'eau. Ils burent en silence. Dehors, la pluie recommençait à tomber sur les toits de basalte. Les jours qui suivirent furent différents. Pas radicalement, pas comme dans les histoires où tout change d'un coup. Différent dans les petites choses. Julien resta. Il ne parla pas de Lyon, ne mentionna pas son retour, ne compta pas les jours. Il appela son chef de chantier pour demander une prolongation de son congé, et quand son chef lui dit qu'il ne pouvait pas garantir sa place plus d'1 mois, il dit qu'il comprenait, et raccrocha et n'y pensa plus. Il commença à réparer le volet. Un vieux problème de gond que n'importe qui avec un tournevis et une demi-heure pouvait régler. Il alla au bazar du bourg voisin acheter les outils qu'il fallait, revint, démonta le volet, le remit d'aplomb, le repeignit. Ça prit 2 jours parce qu'il fallait laisser sécher entre les couches. Noah l'observa depuis le jardin le 1er jour, depuis la porte le 2e, et finalement, le 3e jour, il demanda s'il pouvait tenir le pot de peinture. Julien dit oui. Ils travaillèrent sans parler beaucoup, et ce silence avait une qualité différente de celui du début. Plus respiré, moins méfiant. Noah avait une façon très particulière de se concentrer. Il plissait légèrement le coin des yeux et pinçait le bas de sa lèvre inférieure entre ses dents. Julien le remarqua un matin pendant qu'il dessinait. Il alla aux toilettes, se regarda dans le miroir, fit la même expression. Elles étaient identiques. Il ne dit rien. Le soir, il rendit une petite visite à Marcel, acheta du saucisson et du fromage et dit avant de repartir. « Tu savais depuis longtemps ?» Marcel haussa les épaules avec la sérénité de celle qui n'a jamais eu à s'en excuser. « J'ai vu ta mère enceinte. J'ai pas dit que c'était l'enfant du vieux Lecomte. J'ai rien dit du tout. Il y a des choses qui ne sont pas à moi de dire. Comment tu savais que c'était son fils à elle? Parce que j'ai regardé le gamin. Et parce que j'ai connu ton père, dit Marcel. Et parce que dans un village, Julien, les enfants ressemblent à qui ils ressemblent. Les gens qui choisissent de pas voir, ils choisissent simplement de pas voir. La conversation avec Noah eut lieu un dimanche matin, 2 semaines après le retour de Julien. Geneviève avait préparé un gros déjeuner, pas pour célébrer quoi que ce soit, juste pour que la table soit mise et que la nourriture soit abondante, parce que les mauvaises nouvelles sont un peu moins mauvaises quand on mange bien à côté. Noah s'était assis en face d'eux, et quand il vit leur visage, grave, attentif, préparé, il prit lui aussi une expression sérieuse et attendit. Geneviève parla la première. Elle ne mentit pas, ne minimisa pas, ne chercha pas de formule qui rendrait la chose plus facile à entendre. Elle était sa mère. Elle lui avait menti par omission pendant 10 ans, mais elle refusait de lui mentir maintenant, en face et en direct, au moment qui comptait. Noah écouta sans l'interrompre. Son visage traversa plusieurs expressions en peu de temps. La surprise, la confusion, quelque chose qui ressemblait à de la douleur, quelque chose qui ressemblait à de la colère aussi. Et puis une expression que Julien n'arriva pas à nommer tout de suite. Quelque chose de très vieux pour un enfant de 10 ans.
une sorte de compréhension triste. « Alors vous êtes ma maman » dit Noah à Geneviève. « C'est ça. »« Oui. »« Et lui, il est ton frère » dit Geneviève. « Ton grand frère. » Noah regarda Julien, longtemps, avec ses yeux immenses qui ne s'y pas. « Pourquoi vous me l'avez pas dit avant ?»« Parce que j'avais peur, » dit Geneviève. « Ce n'est pas une bonne raison, c'est la vraie. » Noah hocha la tête très lentement, comme quelqu'un qui enregistre une information et la range dans un endroit précis à l'intérieur de lui. « Est-ce que vous m'aimez moins parce que vous me l'avez pas dit avant ?» La question sortit sans préparation, directe et nette comme une lame. Geneviève ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, elle dit « Non, au contraire. » Julien dit « Moi je te connais depuis 2 semaines, mais je pense que ça avance bien. » Noah réfléchit à cette réponse. Et puis, très légèrement, il sourit. Ce sourire discret, retenu, que Julien avait déjà vu 1 ou 2 fois et qui lui coûtait visiblement un effort de défense, comme quelqu'un qui a appris à sourire avec parcimonie, parce que les sourires non protégés font mal quand ils se trompent de direction. Il ne bondit pas dans les bras de Geneviève. Il ne dit pas « je t'aimais depuis le début ». Il ne dramisa rien. Il se leva, il prit son assiette, il alla la poser dans l'évier, et il revint s'asseoir à table. « Le gâteau est pour after » dit-il. « Oui, » dit Geneviève. « Je vais en reprendre 2 fois alors. Ce n'est pas une histoire avec une fin heureuse. Ou plutôt, c'est une histoire avec une fin honnête, ce qui est plus difficile à obtenir et plus utile à entendre. » Julien ne devint pas un frère parfait du jour au lendemain. Il n'avait aucune expérience avec les enfants de cet âge, ne savait pas quoi faire quand Noah avait un cauchemar, se trompait souvent sur ce qui l'inquiétait et ce qui lui plaisait. Il y avait des maladresses, des mots dits de travers, des silences qui duraient un peu trop longtemps. Geneviève ne fut pas pardonnée avec un mot et une étreinte. Julien était en colère, d'une colère basse et tenace qu'il n'exhibait pas parce qu'elle ne servait à personne, mais qui était là, réelle, occupant de la place. Une mère qui avait décidé pour lui. Une mère qui avait choisi de ne pas le laisser choisir. Ça, il lui faudrait du temps pour le traverser. Noah ne dit pas maman à Geneviève tout de suite. Il continua à dire Geneviève pendant un moment encore. Mais un soir ordinaire, sans occasion particulière, alors que Geneviève lui apportait son verre d'eau avant de dormir, il dit « Bonne nuit, maman », avec le petit apostrophe au milieu, celui des enfants de la campagne qui économisent d'habitude les syllabes. Geneviève resta debout dans le couloir pendant 2 minutes, après avoir fermé la porte, les 2 mains sur son visage. Julien la vit de loin et s'éloigna pour lui laisser ça à elle seule. Julien appela son employeur à Lyon pour dire qu'il ne revenait pas. Du moins pas pour l'instant. Il trouva un poste sur un chantier à Brioude, à 40 minutes de route. Pas idéal, pas parfait, mais praticable. Il loua une chambre chez une habitante du village, en attendant de trouver quelque chose de plus stable. Il remit les volets en état, puis la toiture qui avait une fuite côté nord, puis la chaudière qui faisait un bruit suspect depuis l'automne. Il apprit que sa mère prenait 5 médicaments différents, l'accompagna à un rendez-vous au cardiologue à Clermont-Ferrand, écouta le médecin lui expliquer ce qu'il fallait surveiller. Il prit des notes. Sa mère avait l'air soulagée de ne plus avoir à retenir tout ça seule. Un samedi, Noah lui demanda s'il pouvait aller avec lui au marché. Julien dit oui. Ils y allèrent. Dans la voiture au retour, les bras chargés de légumes et d'un fromage sec, Noah dit « Est-ce que je peux t'appeler Julien ou bien frère ?» Julien réfléchit une seconde et dit « Les 2 marchent. » Noah dit « D'accord, frère, alors. » Et il mit les écouteurs de son vieux téléphone et écouta de la musique le reste du trajet. Dans la chambre du fond, la chambre où Noah dormait, celle qui had appartenu aux parents de Julien et que personne n'avait habité depuis 10 ans, les dessins sur le mur avaient changé. L'homme qui s'en allait sur les anciens dessins avait été remplacé. Dans les nouveaux, il y avait une maison avec un jardin et un volet repeint. 2 silhouettes côte à côte, une petite, une grande. Et cette fois, elles se touchaient presque. À la fin, Geneviève reçut un soir une lettre du tribunal de Brioude. Elle l'ouvrit en tremblant. C'était la réponse à la demande qu'elle avait déposée des mois plus tôt, au moment où elle avait décidé qu'elle ne pouvait plus continuer à se taire. Une procédure de reconnaissance officielle de maternité, avec l'aide d'une avocate de la ville. Longue, compliquée, pas garantie, mais engagée. L'audience était fixée au printemps. « Tu m'accompagneras » demanda Geneviève à Julien. « Oui. »« Et si Noah veut venir aussi ?»« On lui demandera, c'est lui qui décide. » Geneviève hocha la tête. Ce n'était pas de la réconciliation facile. Ce n'était pas le pardon enveloppé dans du papier cadeau.
C'était quelque chose de plus ordinaire et de plus durable. Deux personnes qui avaient à se décider d'arrêter de gérer leur douleur séparément et de faire quelque chose ensemble avec ce qui restait. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut faire. Pas réparer l'irréparable, pas effacer les années perdues, juste décider ensemble que les prochaines seront différentes. Noah, lui, ne sut pas encore tout ce que cette lettre voulait dire. Mais quand il vit Geneviève l'ouvrir et Julien se lever pour lire par-dessus son épaule, et les deux échanger ensuite un regard qui n'était ni de la joie, ni du soulagement, mais quelque chose entre les deux, il demanda « C'est une bonne chose ?» Julien dit « On travaille pour que ça le devienne. » Noah hocha la tête, reprit ses crayons, son dessin, son silence de petit garçon qui comprend plus que les adultes ne croient. Et dehors, sur le volet nord qu'on venait de repeindre en blanc, la peinture séchait dans l'air froid de janvier. Parce qu'il y a des maisons qu'on ne répare pas en une nuit. Mais il suffit de commencer quelque part. Et parfois, le mieux qu'on puisse faire, c'est de ne plus partir. Si cette histoire t'a touché quelque part de vrai, pas de facile. Dis-moi dans les commentaires d'où tu nous écoutes. Et si tu connais quelqu'un qui a perdu le fil avec sa famille, quelqu'un qui envoie de l'argent et croit que ça suffit, quelqu'un qui a peur de rentrer parce qu'il sait ce qu'il va trouver, partage-lui ça, parce que parfois les histoires qui font le plus mal sont aussi celles qui rendent le mieux service. À bientôt. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de ceux qui sont encore là.